et entrer dans la salle, oublier totalement la douleur, faire le mariage, être remercié, etc. et ressortir et être à nouveau effondré. Et entre chaque mariage, ça. Et un samedi, par exemple, c'est 10 mariages qu'on va avoir. Et faire ça. Donc, je revois toutes les scènes, je revois tout ça, et je me dis, mais je suis complètement folle. Pourquoi je me suis pas écoutée? Pourquoi j'arrivais pas à m'écouter? Je pense qu'on s'écoute pas quand on s'aime pas assez. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Lunise. Bonjour. Je suis contente de te recevoir. Ça fait plaisir de te voir à nouveau. Oui, parce qu'on peut se dire qu'on se connaît bien. Oui, maintenant oui. Ça fait quelques années quand même. Mais on n'a jamais parlé publiquement du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir ta santé. Et j'aimerais bien que tu me racontes un peu quelle était ta vie toute jeune fille. Alors, ma vie toute jeune fille, elle était plutôt cool. J'ai grandi à la campagne et j'étais très sportive. Donc, c'était ponctué de compétitions, d'athlétisme, de basket, de hand, de tous les sports. Et surtout l'athlétisme qui était mon sport préféré. Demi-fond, cross et puis saut en hauteur. Et donc, c'était la vie d'une jeune fille très sportive à la campagne, entre les cours et puis après, le week-end, s'amuser avec mes frères et sœurs et puis aller dans les bois, faire du vélo. Voilà, c'était vraiment pas la petite maison dans la prairie, mais j'allais dire Tom Sawyer. Tom Sawyer, un peu de ça, faire des cabanes et tout ça. Non, c'était vraiment chouette, ma vie de jeune fille. Et puis, tu as tes premières règles. Tout à fait. Mais pas par rapport aux autres invités qui m'ont fait l'honneur de venir, pas si tôt que ça. Non, je les ai eus à 14 ans. Ouais. Donc, j'ai eu le temps vraiment de grandir. Ouais. Une chance, c'est pour ça que maintenant, je mesure 1m76. Mais j'ai eu le temps de grandir, d'être vraiment tranquille, de pas être embêtée par ça tous les mois. Et puis, elles sont arrivées comme ça... et sans douleur, juste tous les mois, j'avais mes règles. Et voilà, j'ai grandi comme ça, c'était plutôt sympa. Mais avec une interrogation quand même assez vite, parce que on a eu l'impression qu'il y avait l'appendicite, mais on n'était pas sûr. Les globules, parce que j'ai très mal sur le côté. Alors attends, excuse-moi, on va trop vite là. Oui. Déjà, une première question. Ouais. Est-ce que dans ta famille, on parle des règles ? Oui. D'accord. Oui, parce que j'ai une grande sœur. D'accord. Qui, elle, les a eues à 9 ans. Donc, oui, on parlait des règles. Ouais. Bon. Et donc, un jour, tu as des douleurs, et donc tes parents ou ta maman t'emmènent faire des examens. Exactement. Et on suspecte une appendicite. Et par sécurité, ils se disent, non, mais ces globules blancs, ils sont pas si hauts que ça, etc. Mais ils se disent, on va opérer quand même, mais on n'est pas sûr. Ok. Mais donc, je me retrouve opérée de l'appendicite à 14 ans. Et donc, on te la retire, ouais. Mais il y avait besoin ou pas ? On verra plus tard, mais plus tard, on m'a dit que non, je pense qu'il n'y avait pas besoin. D'accord. Ouais. Et c'est la première chose un peu extraordinaire qui t'arrive en lien avec ta santé, quoi. Oui, oui. Et comment se passent les années après ? Tes règles restent banales Elles restent banales, très abondantes. Ça se passe plutôt bien. Donc pas si banal déjà. Oui, pas si banal, oui, avec des carences en fer, voilà, mais oui, abondante. Et peut-être parce que à ce moment-là, je faisais encore beaucoup de sport, ça faisait que j'avais pas forcément mal parce que mon corps peut-être était ultra oxygéné, j'étais peut-être pas stressée, etc. Donc j'ai pas eu de syndrome post-menstruel, toutes ces choses-là, ça se passait bien. Ouais. Voilà, donc toute ma jeunesse, j'ai
toute ma jeunesse, jusqu'à mes 23 ans à peu près, aucun problème. Et qu'est-ce qui se passe alors à tes 23 ans? À 23 ans, je commence à avoir très mal. Mmh. Et je me dis, mais c'est bizarre, je comprends pas, j'avais jamais mal avant. En dehors du fait que j'avais des règles abondantes, tout allait très bien. Et là, je commence à avoir très mal. Mais ce qui est bizarre, c'est que je commence à avoir mal avant. Pas seulement au moment des règles. C'est-à-dire, j'ai mal au moment de l'ovulation, un peu mal pendant les règles. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Donc, je vais voir un gynécologue. Ouais. Et là, le gynécologue me dit... je vais vous mettre sous pilule parce que comme ça vous serez tranquille, vous n'avez pas besoin de vos règles de toute façon, voilà. Ouais. Ah, c'est une pilule en continu? En continu, Okay. voilà. Donc c'est ce que je prends. Sauf que là, je me sens pas bien avec la pilule. Okay. Je me retrouve pas et donc ça te fait quoi comme symptôme? Un peu l'humeur, un peu prise de poids, mais pas tant que ça à ce moment-là parce que ça va encore, mais c'est non, je me sens pas bien avec la pilule. Okay. J'ai pas l'impression de ressentir quoi que ce soit, voilà, c'est très bizarre. D'accord. Et donc tu retournes le voir? Non, je décide d'arrêter. Okay. Donc je prends plus de pilule et ça va. Tes douleurs sont comment? Mes douleurs, je suis très résistante à la douleur. Donc peut-être que pour d'autres ça aurait été un déclencheur et puis une alarme de se dire mais il y a peut-être quelque chose, mais moi pas du tout. C'est-à-dire que tous les mois j'ai mal, je suis pliée en deux, mais je considère que c'est normal. J'ai mes règles. Voilà, c'est complètement fou, mais je considère que c'est normal. Et puis en plus, je commence à avoir un agenda très compliqué parce que je suis élue dès 28 ans. Et puis je travaille beaucoup, donc entre la politique est vraiment ma passion. Donc je prends pas ce temps ou de me dire mais peut-être qu'il y a un problème. Et donc je continue comme ça en ayant mal. Voilà, tous les mois j'ai mal. Et sauf que en réfléchissant bien plus tard à ça, en fait, j'ai pas mal seulement pendant la semaine des règles, j'ai mal pendant la semaine d'ovulation, j'ai mal la semaine avant les règles, celle d'ovulation et celle des règles. Donc 3 semaines sur 4. Donc c'est monstrueux, t'as mal tout le temps? Oui, oui, mais j'ai pas le temps d'y penser. Vous êtes incroyables, je sais pas si on dit les filles en dos, mais vous banalisez, vous minimisez ce que vous ressentez de façon hallucinante. Ouais, totalement. Totalement inconsciente. En fait, c'est une telle normalité que de penser qu'il pourrait y avoir quelque chose derrière ces douleurs, c'est un impensé. Donc, comme on pense pas à ça, et comme à ce moment-là, je suis vraiment très, très occupée, j'ai vraiment pas le temps. Petite parenthèse, ta sœur a eu ses règles à 9 ans. Oui. Est-ce que tu sais si elle a un cycle normal, si elle a des douleurs? Aucune douleur, cycle normal. D'accord. Donc Voilà. c'était pas un indice pour quoi que ce soit. Non, c'était pas un indice. Elle a de la chance. Et donc, t'as 28 ans, t'as ta carrière pro et politique qui sont très, 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 très prenantes. Et un jour, dis-moi si je saute pas trop d'étapes, il y a un événement important dans ta vie politique, enfin dans la vie politique et dans ta vie à toi, et tu peux pas en profiter pleinement. Non. Donc je travaille pour un parti politique qui est à l'époque le Parti socialiste. Je suis élue et je travaille pour tout ce qui est campagne, primaire, tous les sujets politiques, vie animation du parti. Donc je suis vraiment très occupée. Je me déplace partout pour voir comment vont les militants, voir quels sont les arguments qui fonctionnent le mieux sur le terrain. Donc je suis jamais chez moi. Et on prépare le grand meeting de campagne, de lancement de campagne de celui qui va devenir président de la République. Et c'est le fameux meeting du Bourget. Et on doit être le vendredi soir. Le meeting a lieu le dimanche. Et le vendredi soir, on termine vers 22h, peut-être 23h. Et un collègue me dit « Mais t'es vraiment pâle. Oui, il faut savoir, je suis noire de peau, donc t'es vraiment pâle. C'est pas possible. Est-ce que ça va aller pour dimanche ?» Et là, je me dis « Ouais, c'est vrai que dimanche, ça va être assez intense. » Mais tu ressens quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je suis vraiment livide. J'ai très mal.
Mais en fait, je réalise que dès que je me concentre sur le travail, j'oublie totalement la douleur. C'est dès que je m'arrête que tout revient. Et donc, je commence à marcher, et puis toujours le même collègue me voit et me dit « Mais Léonie, tu boites ?» Et je fais « Mais non, je boite pas. Tu racontes n'importe quoi. » Il fait « Si, quand tu marches, tu boites. Tu devrais quand même consulter, aller voir un médecin et tout ça. » Et donc, ce fameux vendredi soir, après une fois qu'il te dit ça, tu te dis « Je boite, donc t'as mal à la jambe, t'as mal à la hanche, t'as mal à l'ovaire ?» J'arrive même pas à me dire un mot de d'où vient cette douleur. T'es tellement épuisée vu qu'en plus, je ne réalise pas que je boite. Donc, et je me dis, comme j'ai très mal au ventre quand même, je vais aller aux urgences. Au moins pour avoir des médicaments au cas où, pour que je tienne dimanche. En fait, c'est ça le but. Le but, c'est pas « Oh, mais t'as peut-être quelque chose ». Non, le but, c'est il faut que je tienne dimanche. Pour bien travailler. Pour bien travailler. Donc, il me faut des médicaments. Voilà. Et pour avoir des médicaments un vendredi soir à 23h, c'est pas le médecin traitant, c'est passer aux urgences. Donc, je me retrouve aux urgences de l'hôpital Trousseau. Non, l'hôpital Saint-Antoine. Et là... Donc, c'est des urgences générales. Générales. Okay. Et à ce moment-là, ils avaient encore les urgences gynécologiques à Saint-Antoine. Et donc, ils font les vérifications. Ils me posent 10 fois la question si je suis enceinte. Ils me font des prises de sang parce qu'ils s'inquiètent. Ils se disent peut-être que c'est une grossesse extra-utérine et tout ça. Et je dis, mais non, je suis pas enceinte. Je sais très bien. Voilà. J'ai pas d'amoureux, c'est j'ai pas d'amoureux, j'ai rien, j'ai pas de vie, et puis j'ai pas le temps d'avoir une vie, donc arrêtez. Non, mais il y a de ça quand même. Et là, ils me disent, mais non, c'est pas ça, et ils me disent d'évaluer la douleur. Et je dis, je suis à 9 sur 10. Ils disent, non, mais c'est pas possible. Ils me donnent pour me calmer. Excuse-moi, parenthèse. Quand ils te disent c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est une façon un peu de dire, oh la vache, c'est pas possible, ou c'est, mais non, madame, ça n'est pas possible. Non, c'est, oh la vache, c'est pas possible. Et comment vous tenez debout en étant à 9 sur 10 par rapport à votre évaluation. D'accord, ils remettent pas en cause sa parole. Non, ils remettent pas en cause. D'accord. Ils se disent juste, waouh, elle a 9 sur 10, mais elle est là devant nous debout. Donc, et donc, pour faire descendre la douleur, je crois qu'ils me mettent du Valium sur un bout de sucre à mettre sur la langue pour que ça agisse tout de suite. Ah, je savais pas que ça existait. Ah ouais, ça existe. C'est efficace, mais il compte le temps et il réalise qu'au bout d'une heure à peu près, j'ai toujours aussi mal. Ils disent non mais là ils commencent à vraiment dire c'est pas possible, donc ils me font les prises de sang, ils vérifient, ils réalisent que j'ai vraiment très très mal sur tout le côté gauche et ils me disent oui alors là on va vous donner des médicaments pour la douleur. Par contre il faudrait, si vous avez à nouveau une crise comme ça, aller à l'hôpital Trousseau où là il y a tout un service de gynécologie, voilà. Donc je repars de l'hôpital un peu soulagée quand même. Un peu soulagée mais en boitant quand même un peu. Et je rentre chez moi. Et là j'ai peut-être 10 minutes à faire à pied. Et je pense que j'ai marché d'une lenteur absolue et surtout j'ai les médicaments donc je me dis bon ça va aller pour dimanche. Voilà, c'est mon seul but dans la vie, c'était le dimanche. Les autres. Le fameux dimanche, je suis toujours livide. Mais je tiens toute la journée, je fais tout mon travail, tout se passe très bien. Et c'est la campagne, donc il y a des déplacements un peu partout, Lille, Marseille, tous ces choix-là. Et le mois d'après, vers la même période, je me retrouve aller au meeting de Lille. Ouais. Et là, pareil, douleur, livide. Je fais toute la préparation du meeting et je vais voir ma responsable et je lui dis je me sens pas bien, il faut que je rentre à Paris. Et je suis à Lille. Et c'est pas rien de dire ça. C'est pas rien. Et surtout en campagne. Juste avant que le meeting commence, et je dis, il faut que je reprenne un TGV, qu'il faut que je rentre. Parce que tout est prévu. C'est-à-dire que, il y a des voitures, il y a des cars ou des nuits d'hôtel selon, voilà. Je suis arrivée la veille. C'est une immense logistique. C'est une immense logistique. Et là, je dis, et elle me voit vraiment, livide et tout ça. Elle fait, OK, tu nous tiens au courant, etc. Donc, je rentre à Paris. Là, je vais à l'hôpital Trousseau. Ouais. Et c'est une interne et je donc aux urgences gynéco. Aux urgences gynéco. Alors je profite pour dire que les femmes, les femmes et les hommes, pourquoi les femmes, le personnel soignant là-bas est absolument extraordinaire. Ils sont incroyables. Ouais. Et là, je pense que j'ai dit une des phrases les plus stupides et immondes que j'ai réalisées bien plus tard, qui était il y a une interne qui vient vérifier, qui me repose les questions, est-ce que vous êtes enceinte, etc. Je refais tout le blabla, non, je suis pas enceinte et tout ça. Et je lui dis, écoutez, j'en ai marre d'attendre, je n'ai pas le temps.
Je rigole parce que c'est tellement drôle après. Je n'ai pas le temps. Trouvez ce que j'ai pour que je puisse retourner travailler. J'ai pas votre temps. Vraiment, je sors un truc comme ça immonde et elle me regarde. Elle me dit, mais est-ce que vous avez compris ce qui était le mot patient? Ce n'est pas seulement patienter, c'est que vous devenez un patient. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes malade. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra et on trouvera ce que vous avez. Mais vous allez vous asseoir et vous calmer. Et là, j'étais très, très énervée parce que vraiment, retourner aux urgences. En plus, le lendemain, je devais aller à Marseille et elle me dit, non, vous allez aller nulle part. On va essayer de trouver ce que vous avez. C'est tout. Et quand je repense à cette phrase, je me dis, mais comment j'ai pu dire une bêtise pareille quand j'ai su après tout ce que j'avais. C'est qu'en fait, quand on se retrouve à l'hôpital, c'est comme si le temps s'arrêtait. Ouais. Et quand on est totalement dans l'action et qu'on croit qu'on est Wonder Woman et qu'on peut faire 10 000 choses, nous, on n'a pas ce temps-là. Sauf qu'en réalité, c'est eux qui ont notre temps et donc on n'a pas le choix. Et donc, il y a vérifie. En fait, faut que t'arrêtes. Ouais. C'est un moment où tu veux tout maîtriser et tu peux pas. Et tu peux pas. Et moi, je pensais encore d'être dans la maîtrise. Et ça a duré longtemps avant que je comprenne que je l'étais pas du tout. Et donc, je lui dis, elle revient, elle dit non, je comprends pas. En tout cas, je vais vous donner rendez-vous avec le docteur Sroussi, qui est spécialisé sur les différentes maladies gynécologiques, et on va voir ce que vous aurez. Mais en tout cas, je sors de l'hôpital avec peut-être ça, mais sans les mots, sans rien. Et donc, je ne peux pas aller à Marseille, donc ça, c'est annulé. Et t'es soulagée un peu quand même? Je suis pas soulagée parce que la seule chose qui est dans ma tête, c'est non, mais c'était à moi de gérer ça, je l'ai pas fait et tout ça. Et ce qui est très drôle, c'est que sur ce meeting, des choses ont été perdues parce que la personne qui aurait dû me remplacer sur des choses ne l'a absolument pas faite. Donc tu culpabilises à mort. Tu culpabilises à mort sur ça. Est-ce que les gens se comportent bien avec toi? Est-ce qu'ils te déculpabilisent en te disant, pas du tout. Ah non, mais une campagne présidentielle, c'est comme si on était dans un TGV J'allais dire un Boeing. Un Boeing et tout va très vite, donc on peut pas s'arrêter sur quelqu'un qui va pas bien et qui aurait quelque chose. Ouais. Et la petite anecdote, parce qu'il y a quand même une anecdote, parce que 2012 a vraiment été une année de bascule sur tout, c'est qu'en parallèle, on était en train de vérifier si j'avais des problèmes de thyroïde et tout ça, etc. Et en parallèle, j'ai ça. Et là, dès février, il y a mon endocrino du moment qui me dit je pense que votre thyroïde fonctionne plus du tout, donc il va falloir vous faire opérer. Et donc c'est en parallèle, j'ai les deux trucs qui se télescopent, et je me retrouve à l'hôpital Saint-Antoine à nouveau avec un chirurgien génial, le professeur Balladur, qui me dit écoutez, je vais vous opérer. Et je lui dis mais c'est pas possible. J'ai pas le temps. Encore une fois, j'ai pas le temps. Donc, et il me dit non mais, et là, il me donne une date et ça tombait pile sur la semaine du premier tour de la présidentielle ou quelque chose comme ça. Et je lui dis vraiment, je ne peux pas. Il me regarde et bon, avec son sont tellement rares en plus. Avec son nom, il comprend un peu, il sait que je fais de la politique, parce que c'est le fils de l'ancien Premier ministre. D'accord. Et donc, il me dit, OK, on va décaler, mais on peut pas décaler trop parce qu'il faut vérifier, il y a des nodules, c'est un peu bizarre, donc on peut pas, c'est votre santé quand même. Et il accepte de décaler au 6 juin. OK. Et le truc qui est dans ma tête, c'est, non, mais c'est le premier tour des législatives. Et je vois sa tête. Ça devient un podcast politique. Et je peux pas le dire, parce que je vois que sur sa tête, ça va pas être possible. J'ai réussi à que ce soit pas à la présidentielle, mais les législatives, c'est sûr, je les prends. Voilà. Et il me fait, donc le 6 juin, et il répète, et je fais, oui, le 6 juin. Et je suis comme ça, et dans ma tête, il y a juste, mais comment je vais faire? Voilà, l'inconscience totale. Donc ça a été un déni plus une inconscience absolue sur ta santé importante. Vas-y, concentre-toi, quoi. En fait, ça a été douloureusement comprendre que ton ordre de priorité était, et tu le choisissais pas, en fait. Voilà. Avec toujours, non, mais c'est moi qui décide. Sauf que c'était pas ça. Et donc, ce médecin-là, il te voit. Voilà. Lui, c'est pour la thyroïde. Voilà. Et en parallèle, qu'est-ce qui se passe pour tes douleurs? Pour mes douleurs, comme tout est en parallèle, donc je me fais opérer le 6 juin de la thyroïde.
juste avant, dès mars, je vois le docteur Sroussi, qui est chirurgien en gynécologie, qui me dit peut-être que c'est un fibrome, on va vérifier. Je vous mets sous un traitement et on se revoit en juin. Ok. Je le revois en juin et là, il voit les résultats, il me dit non, c'est pas un fibrome, donc vous allez faire un IRM. Mais en tout cas, on bloque tout de suite une date d'opération pour octobre. Et là, Attends, il bloque une date sans savoir ce que tu as? parce que pour lui, vu les douleurs et tout ça, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Donc il dit, D'accord. on bloque, On ouvre dans tous les on cas. ouvre. En tout cas, il y aura une Mais opération. quelle angoisse. Et moi, je lui dis non. Je peux pas me faire opérer. Là, je me fais opérer de la thyroïde en juin. Je me fais pas opérer après. C'est bon, je peux pas avoir 2 opérations dans la même année. Et il me regarde, il rigole. Je dois quand même dire, parce que s'il m'entend, ce docteur-là est magnifique. Il est très très beau. Vraiment, vraiment, c'est. J'attendais pas. Non, mais vraiment, faut le dire. Il est magnifique. Et il me regarde et il fait, ce sera comme ça. On va quand même continuer à faire les vérifications, mais ce sera ça. Je fais l'IRM. Non, excuse-moi, tu me précises ça pour dire quoi? Que t'arrives pas à lui résister parce que tu le regardes et tu fonces, c'est ça? Parce qu'il On est beau. sous-estime vraiment beaucoup trop la beauté des médecins. C'est ça, parce qu'il est beau en fait. Et là, donc je fais l'IRM, je fais tout ça, et je le vois début août. Et il me dit, et là les mots tombent, il me dit, vous avez une endométriose. Ouais. T'avais déjà entendu ce mot? Et je l'avais entendu juste à l'IRM où ils m'ont dit endométriose. Et donc là, j'ai commencé à chercher alors qu'on m'avait dit surtout ne regarde pas sur Internet parce que sinon voilà. Donc j'ai commencé à regarder. Il me dit voilà, endométriose. Il me dit donc oui, l'opération que j'étais sûre qu'il allait avoir, ce sera en octobre. D'accord. Et là, je suis dépitée. J'ai dit 2 opérations la même année. Il fait oui, là vous savez pas le choix. Et surtout, il me dit par contre, on va vous faire d'autres examens pour être sûr où sont les atteintes, parce que est-ce que c'est seulement la partie gynécologique ou est-ce que c'est plus. Et parce qu'il y a toujours le travail entre-temps, donc la présidentielle. Ton candidat gagne. Le candidat gagne. Comme je me fais opérer en juin, je pars pas dans les cabinets ministériels ni rien. Il y a cette partie-là qui va être un peu compliquée. C'est un deuil pour toi? Ouais, ça a vraiment été un deuil. Donc il y a ça. Je me retrouve au siège du parti à continuer à travailler parce qu'il va y avoir un congrès, etc. Et puis comme j'étais en arrêt maladie pour le temps de l'opération de la thyroïde pendant peut-être 15 jours à peine, parce que ça s'est vraiment très bien passé, m'a fait l'opération parfaite, etc., et que j'ai pas eu de problème pour ma voix ni rien, donc c'était impeccable. Et heureusement, le nodule qui était pas très beau, il n'avait pas basculé en truc cancéreux, donc il était très content, donc tout s'est bien passé. Et donc je reviens au boulot pour leur dire je vais avoir un nouveau arrêt parce que je vais être opérée en octobre. Voilà. Bon, ça va, il y a du temps, c'est il y a du temps, mais ce temps-là est quand même assez compliqué. Et puis, surtout, c'est que j'ai commencé à être sous des espèces de pilules, plus le traitement thyroïdien, etc. Donc, je commence à prendre du poids à ce moment-là. Et donc, à pas me reconnaître vraiment et à me dire, c'est hyper bizarre. Tu prends du poids, c'est à quelle proportion, par exemple, pour qu'on imagine? La première année, je pense que j'ai dû prendre 10. Voilà, en 3 mois, 3-4 mois. Donc psychologiquement, c'est très dur. C'est très très dur parce que avant ça, je n'ai jamais eu aucun problème de poids. Donc c'était particulièrement sportive. Voilà, donc là, bam, et ça a été vraiment violent. Et puis arrive septembre, donc je reprends le travail. Donc je suis contente, voilà, je fais ma belle et je peux dire ça, je suis très heureuse, très fière de moi. Et je commence à passer les autres examens, dont un coloscanner, tous les examens les plus pénibles et un peu douloureux, bien, que seule l'endométriose peut avoir. Et je vois que le chirurgien essaie de m'appeler. Alors sachez que je suis concentrée, j'ai le travail, j'ai le mandat, etc. Je ne réponds pas. Parce que tu es élu local en parallèle. Je suis élu local, je suis maire adjointe et je ne réponds pas au téléphone. Je vois qu'il m'a appelé, je me dis, il m'a appelé, c'est pas grave, je rappellerai plus tard. Et j'oublie qu'il m'a appelé. Et je me retrouve à l'hôpital,
peut-être 15 jours avant l'opération pour faire la visite avec l'anesthésiste, parce qu'il y a toujours ça qui est prévu. Et donc, je suis à l'hôpital et j'attends l'anesthésiste. Et là, je vois que mon téléphone sonne et que c'est le chirurgien qui m'appelle. Et comme je suis dans l'hôpital, là, je décroche, j'ai pas autre chose à faire. Et il me dit, mais j'ai essayé de vous appeler, vous décrochez pas, vous rappelez pas. Et je dis, non, désolé, oui, j'ai été occupée, j'ai oublié. Et il me dit, vous êtes où là? Et je lui dis, je suis à l'hôpital Trousseau. Il fait, vous devez voir l'anesthésiste. Il fait, attendez, j'arrive. Et là, je me dis, c'est super bizarre, vraiment super bizarre. Donc, il arrive, on rentre dans la salle où j'aurais dû voir l'anesthésiste. Il s'assoit et il me dit, mais c'est dur de vous avoir au téléphone. C'est surtout pour vous dire que vous allez pas pouvoir être opéré. Je fais, comment ça? Il fait, parce que j'ai reçu tout le reste de vos examens et c'est bien plus grave que ce que j'imaginais et ce que j'avais vu avec l'IRM, en fait. Et il me fait oui, et là, il me dessine, il me fait un dessin et pour m'expliquer, il me dit, mais là, en gros, votre endométriose, tous les nodules, tout ce qu'il y a eu, toutes les adhérences, tout est, en fait, dans votre abdomen, tout est collé. Là, il y a le temps d'arrêt. Comment ça, tout est collé? Tout est collé, la maladie a tout collé. Donc, votre endométriose, elle est en stade 4, donc le stade le plus élevé de la maladie. Et surtout, je ne peux pas vous opérer parce que moi, j'opère que la partie gynécologique. Mais il faut que vous soyez opéré par quelqu'un qui est en capacité de faire la partie gynécologique et la partie digestive. Parce que là, comme tout a collé, ça a collé sur votre tube digestif, votre rectum, etc. Tout est collé. Je fais quoi? Il fait, et là, il me dit un truc magique. Il me dit, vous vous occupez de rien. Je m'occupe de tout. Alors ça fait du bien. Et en même temps, on réalise à quel point mon état n'était pas bon du tout pour que ce soit ça. Il me dit, j'ai été élève de ce professeur-là à l'hôpital Tenon. Donc, je vais l'appeler. Je vais envoyer votre dossier. Vous allez avoir rendez-vous très rapidement. Et puis, je vous rappelle. Mais vous vous occupez de rien. Je lui envoie votre dossier et tout ça. Et je sors de là, en fait, je suis sonnée. Parce que je commence à comprendre parce que j'ai toujours pas compris, que j'étais devenue une patiente, pourtant une opération, une autre prévue. Tu sais, je n'ai toujours pas compris. Et là, je suis sonnée et j'ai fait... Et je dis donc, je suis pas opérée en octobre. Il fait, ah non, vous serez pas opérée en octobre. Et de toute façon, ce sera pas par moi, ce sera par lui. Parce que oui, aussi, comme votre dossier va passer directement, vous serez opéré par lui. Ce sera pas des internes, ce sera vraiment lui qui est un des plus grands spécialistes de la maladie. Je fais OK. Et là, il essaie de me remonter le moral parce qu'il voit que là, cette fois-ci, je prends un vrai coup et je lui dis, mais... Et là, c'est parce que avec toute cette campagne et le fait que je rentre pas en cabinet ministériel et tout ça, j'ai du temps et j'ai vraiment beaucoup d'heures à récupérer et puis de l'argent de côté parce que quand on a cette vie-là, on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc la phrase que je lui dis, mais j'ai prévu un voyage en Argentine en janvier, est-ce que je pourrais y aller? Il fait, je sais pas si vous pourrez y aller en janvier, mais en tout cas, parlez-en au professeur, il vous dira si vous pouvez partir et tout ça, mais je pense que ça vous ferait du bien. Et voilà, il me dit ça. C'est une façon de te dire, t'as l'air au bout du rouleau. C'est ça, vraiment, vraiment le coup était dur. Je retourne au boulot et là, je leur dis qu'en fait, je serai pas en arrêt maladie parce que je me fais pas opérer maintenant, mais que je vais être opérée plus tard. Au final, je vais au congrès, je crois que c'était à Toulouse, donc je me déplace quand même. C'est très, très bizarre. Parce qu'en fait, T'es là sans être là. J'ai enfin compris que c'était important et qu'il fallait que je me prépare et que tout ça. Et donc je suis rappelée dans la semaine qui suit par le secrétariat du professeur de Tenon qui me donne rendez-vous dans 10 jours après. Donc vraiment très rapide. Sur ça, je suis éternellement reconnaissante. Et là, j'ai pas tout de suite le professeur, j'ai un de ces très bons chirurgiens qui fait le premier entretien et qui me dit de toute façon le professeur arrive, c'est lui qui va s'occuper de vous, mais voilà. Et à chaque fois,
quand on est élu, il y a des discussions sur le mandat, sur ce qu'on a fait, etc. Donc, on se fait des petites blagues comme ça pour détendre l'atmosphère. Et puis, le professeur arrive, il m'examine et il regarde pas l'IRM et tout ça. Il se met à dessiner. Il fait, vous avez des attentes là, 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 là. Il est gentil? Oui, très gentil. Très gentil. Il m'explique tout. En disant donc vous serez pas opéré tout de suite, voilà ce qu'il me dit, parce que là c'est comme si votre corps en fait c'était un peu un magma, il faut tout assécher, donc vous allez avoir un traitement qui va vous mettre en ménopause artificielle pour que tout soit asséché, pour que quand je vais vous opérer ce soit pas inflammatoire et que je puisse bien voir les différentes choses à opérer. Et là avec son dessin il m'explique tous les endroits, il me dit voilà, votre rectum, là, toute cette partie-là, elle sera retirée. Les ligaments utérosacrés, ce sera aussi à gratter, sur l'ovaire gauche, à gratter, etc. Et donc là, il m'explique enfin les douleurs. Il me dit, vous voyez, tout votre côté gauche est très atteint, ce qui fait que ça appuie sur votre bassin, votre bassin est déplacé, ça appuie sur votre bassin et tout ça, et donc vous pouvez boiter. Donc il m'explique en fait tout ce que j'ai. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est avant d'aller le voir, je sais pas comment j'ai eu ce réflexe-là, mais en fait j'ai pris un carnet où j'ai écrit toutes les questions qu'il y avait à lui poser. Donc je suis arrivée en lui posant toutes les questions. Et quand il m'a annoncé les différentes choses, c'est lui qui m'a dit mais vous ne pleurez pas. Et je lui ai dit non, je peux pas pleurer. J'ai pleuré avant. Quand j'ai vraiment eu le coup dur de me dire que j'allais être opérée. Mais là, maintenant, je vais me battre. Donc, je vais pas pleurer. Il me regarde, il me dit très, très bien. Vraiment, bravo. Et là, je lui dis, mais j'ai prévu un voyage. Je veux partir en Argentine du 25 janvier au 25 février, tout le mois de février. Et il me regarde, il me fait... Vous ferez attention? Je fais oui, j'ai tout prévu, j'ai fait un voyage vraiment hyper bien organisé, il y a un guide qui va m'attendre à chaque endroit, etc. Tout est carré. Il me fait oui, allez-y. Et puis, de toute façon, je vous opérerai au mois de mai. Et là, on était en novembre. Parce que ce qu'on va faire, c'est que vous allez être sous une première pilule pour les calmer, mais à partir de mars, vous allez avoir une injection qui, là, va vraiment tout arrêter pour que ce soit le plus près. Là, il me dit, vous allez également avoir un régime alimentaire sans fibres pendant 3 mois pour être sûr qu'il n'y a aucun problème parce que comme votre tube digestif est atteint. Et puis, je sais que là, le traitement va vous faire grossir, mais essayez le plus possible de pas grossir. Pour que ce soit le mieux possible pour l'anesthésie, parce que en gros, je pense que l'opération, ce sera entre 5 et 7 heures, vu vos atteintes. Je sors de là. Ah oui, parce qu'il y a quand il explique le magma, que tout est collé dans mon abdomen, parce que lui, il me réexplique aussi ça. Il me dit, actuellement, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Actuellement, vous avez 80% de risque qu'avec l'opération, vous ayez une poche pour la vessie, si jamais ça se passe mal. Donc, on vous apprendra à vous auto-sonder. Vous avez 90% de risque d'avoir une poche pour les selles. On vous apprendra à la vider. Et je pense que ça m'a vraiment sonné, parce que je me suis dit, mais je pourrais plus voyager comme avant, je pourrais plus faire tout ce que j'aime. Et donc, c'est aussi pour ça. On t'annonce ça de façon durable ou temporaire? Pardon. Ah non, c'est durable. À partir du moment que si c'est touché, ce sera pour toute ma vie. Pour toi, d'accord. Voilà. Donc, et il m'explique que pour l'autosondage de la vessie, qu'en gros, après l'opération, de toute façon, j'aurai une sonde automatique pour, voilà. Et qu'après, quelques jours après, ils vont la retirer, ils vont tester la première fois. Si ça fonctionne, ça veut dire que ma vessie fonctionne bien, mais ils vont retester une deuxième fois pour être sûr. Et si ça fonctionne, c'est bon, mais si ça fonctionne pas, on va m'apprendre à m'autosonder. D'accord. Et là, je prends vraiment une claque énorme. Mais je ne pleure pas. Je pense que la chose que j'ai fait après, en sortant de là, c'était appeler ma mère pour lui dire, voilà, il y a ça, ça, ça. Et puis, je pars en Argentine.
C'était le truc, parce que c'est devenu en fait Pour toi, c'était associé. Ouais. C'est devenu un but, et en fait j'ai rajouté des choses. J'ai pas fait que l'Argentine. En fait, j'ai rajouté Rome pour Noël, parce que avec ma meilleure amie d'enfance qui a été adoptée comme nous quand on était petits. Il faut dire que tu as été adoptée par la famille qui t'élève aujourd'hui. C'est ça. Enfin, qui t'élevait quand tu étais petite. Exactement. Et en fait, je prévois plusieurs voyages. Donc, il y a Rome à Noël. Il y a l'Argentine fin janvier, tout janvier. Et je rajoute un voyage juste avant, une semaine avant l'opération. Et là, je rajoute les Maldives, qui n'était pas une république islamiste à ce moment-là. Je tiens à le préciser parce que ça, c'est important pour moi. Je peux pas aller dans les pays qui maltraitent les enfants, etc. Et c'est le cas des Maldives actuellement. Et donc, je prévois... Tu rajoutes de la vie à la vie, quoi. Ouais, je rajoute de la vie à la vie en me disant, comme de toute façon, tu seras arrêté un mois avant l'opération, tu vas au soleil, tu seras en pleine forme. En fait, mon but, c'était d'être en pleine forme pour l'opération. Vraiment, ça a été mon but pendant les 6 mois avant l'opération. De griller toutes tes économies. Pour arriver vraiment en pleine forme, et puis en ayant kiffé. C'est-à-dire de me dire, si j'ai les poches et tout ça, j'aurais voyagé, j'aurais vraiment fait tout ce que je voulais. Parce que moi, je suis j'adore voyager. À ce moment-là, je faisais peut-être 2 voyages par an, dont des très beaux voyages. Et je me suis dit, si je ne peux plus voyager comme avant, il faut que j'aille faire ce que j'avais envie de faire vraiment le maxi kiff. Voilà. Je reprends le travail en ayant tout ça. Et là, le travail, ça va être dur. Parce que tous mes collègues sont partis dans les ministères. Il y a plein de nouveaux qui sont arrivés, mais c'est pas des personnes politiques comme avant. C'est vraiment... c'est comme si des personnes étaient arrivées parce que t'as gagné, donc ça amène des gens et qui sont pas forcément... Voilà, il y a un appel d'air. Et je me retrouve avec une collègue qui me voit pâle de temps en temps, etc. Et on est dans le même bureau et qui se met à me poser des questions. Et un jour, pourtant, je disais rien. Et un jour, je suis saoulée et je dis, j'ai de l'endométriose. C'est tout. Je dis juste ça. La semaine qui suit, j'ai d'autres collègues qui viennent me voir, qui me font « Ah, Lunis, t'as un cancer. » Je fais « Comment ça, j'ai un cancer ?» Non, j'ai pas de cancer. Et en fait, cette personne avait été racontée à tout le monde que j'avais un cancer, que j'allais bientôt disparaître. C'était peut-être une joie pour eux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et c'est de là que commence à trotter dans ma tête. J'ai jamais entendu parler de la maladie. Peut-être qu'à un moment, il faudra que je fasse quelque chose sur ça. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Et puis... Mais attends, avant ça, tu dis quelque chose à cette collègue? Oui, bien sûr. Je l'ai attrapée, je l'ai bien menacée comme il faut. Ne vous fiez pas, ne vous frottez pas à Lunis. Ah non, sur ça, faut pas du tout. Donc ça a commencé comme ça. Moi, j'étais élue. Il y a eu des débuts de phrases, mais peut-être qu'il faudrait pas qu'elle reste. Il y a eu des trucs un peu compliqués comme ça. Mais sur le mandat, c'était plus calme. Le plus violent, ça a été sur mon travail, où là, ça a été vraiment très compliqué. Parce que quand on a un poste à responsabilité qui fait des envieux, qu'on est très proche de plein de personnes, dont des personnes qui étaient députés, qui ensuite sont devenus ministres, etc., et que ça continue, et que les personnes continuent à prendre soin, entre guillemets, de nous, de prendre de nouvelles et tout ça, ça déplaît. Il y a une vraie jalousie qui s'ouvre, et donc j'ai commencé à entendre des trucs ah non, mais de toute façon, elle est tout le temps en arrêt maladie, elle est tout le temps machin, alors que avant ça, jamais j'ai eu d'arrêt maladie, jamais. Et en plus... Et puis t'as pas justifié. Non, et puis les arrêts maladie que j'avais, c'était vraiment... En plus, je prenais le moins possible, je revenais très vite. Après, la thyroïde, je suis revenue super vite. Vraiment, j'adore travailler. Donc, pour moi, ne pas travailler, c'était terrible. D'ailleurs, il y a eu la vraie question avec mon médecin traitant. Je lui ai dit, écoutez, si j'arrête tout, je vais pas tenir. C'est-à-dire... être en arrêt de travail pour mon boulot, parce que là c'est devenu trop dur, donc
mais le mandat, est-ce que je peux continuer un peu? Parce que sinon, si j'ai plus rien, je vais pas tenir. Et puis l'autre chose, c'est que très vite, avec mon médecin traitant, je lui ai dit, écoutez, je pense que j'ai besoin de voir quelqu'un. Parce que là, c'est trop ce que je suis en train de vivre pour moi toute seule. Et il m'a orienté vers un psychologue qui m'a suivi avant l'opération, après l'opération, pour accepter tout ça, pour tenir. Et puis j'avais toujours des douleurs, etc. Et j'ai des anecdotes là-dessus. C'est quand on est élu local, maire adjoint, on célèbre des mariages. Et je me revois être dans la salle juste à côté des mariages quand on va être appelé. Avoir très mal, être assise, avoir vraiment très mal, voir l'huissier qui me regarde, qui me dit mais est-ce que ça va et tout ça. Je dis non, vous en faites pas, ça va aller. Me lever et à partir du moment que je suis dans la marche pour aller célébrer le mariage, et puis j'avais tout adapté, c'est-à-dire que je leur disais ouvrez un peu les fenêtres parce que je peux avoir des bouffées de chaleur parce qu'il y a les traitements, c'est vraiment très pénible sur le corps à faire. Donc ils ouvraient un peu les fenêtres, ils adaptaient tout pour moi. Et entrer dans la salle, oublier totalement la douleur, faire le mariage, être remercié, etc. Et ressortir et être à nouveau effondré. Et entre chaque mariage, ça. Et un samedi, par exemple, c'est 10 mariages qu'on va avoir. Et faire ça. Donc, je revois toutes les scènes, je revois tout ça et je me dis, mais je suis complètement folle. Pourquoi je me suis pas écoutée? Pourquoi j'arrivais pas à m'écouter? Je pense qu'on s'écoute pas quand on s'aime pas assez. Et cette maladie m'a aussi appris ça, c'est-à-dire à m'aimer avec ce corps qui avait pris beaucoup de poids, parce que c'est 10 après 10 et puis 10. Donc au final, entre 2012 et 2015, j'ai pris 30 kilos. Voilà, donc c'est à un moment, c'est comment on tient avec tout ça. Et donc arrive le mois de janvier 2013, parce que j'ai été opérée le 29 mai 2013. Là arrive une des plus belles choses après Rome, l'Argentine. Et j'avais fait un parcours exprès, et j'expliquerai pourquoi j'ai fait Rome et puis l'Argentine. J'ai fait un parcours exprès où je passais par Cordoba, où il y a toutes les églises jésuites. Il y avait peut-être une quête spirituelle. Moi, je suis chrétienne, catholique. C'est paradoxal, je crois en quelque chose, mais j'arrive pas à totalement dire en quoi je crois. Mais ce moment-là de maladie a fait que vraiment, il fallait que je croie en quelque chose. Et il y a un moment où t'avais besoin. J'avais besoin, et donc c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire dans tout ce parcours, c'était aller visiter les églises, faire des choses pour moi, juste me poser, etc. Et l'Argentine m'a fait un bien absolu, parce que déjà c'est un pays qui est magnifique. Tous les paysages sont totalement différents, et de me poser, de voir des icebergs, de voir un peu du bout de l'Arctique, etc. Ça permet de voyager, et je me disais j'emmagasine tout ça, et puis ça va aller. Et donc après l'Argentine, je rentre, et puis là c'est l'injection, la fameuse injection. Alors ce moment-là, comme j'avais déjà eu l'autre opération, je ne voulais plus lire les notices des médicaments, je ne lisais plus, et donc je n'ai pas lu. Mal m'en a pris, parce que j'ai été malade comme jamais avec cette fameuse injection. Et donc, j'ai dû appeler le chirurgien qui m'a rappelé, le professeur, il m'a rappelé tout de suite pour me dire oui, ça arrive dans 2% des cas. Et fait quoi? Et là, je pensais travailler jusqu'au mois de mai, et puis être en mois de mai en arrêt de travail. Et là, mon médecin a dit non, je vous arrête maintenant, c'est pas possible. Et donc, je me suis retrouvée à être arrêtée, à continuer à aller en mairie, mais à être malade comme un chien pendant 3 mois. Et là, je me suis dit, quelle galère, quelle galère. Donc là, souffrance. Le parti, tout ça, c'est très loin. Eux, là, vraiment, par contre, c'est cool, c'est loin. J'ai quand même, une anecdote pour expliquer la violence de ce milieu. Je suis invitée par d'anciens collègues à Matignon. Et là, je discute et tout ça, et j'ai une conseillère qui me dit non mais Luni, soit très clair, tu seras jamais en cabinet ministériel. Et je fais ouais, parce que, et là elle me donne l'exemple d'une femme qui est enceinte, qui avait pas dit qu'elle était enceinte, et que ça a pénalisé le travail. Et je fais alors, tu veux dire que ça a coupé la confiance Oui, qu'en gros, t'es malade. En fait, elle me comparait à une femme enceinte. Qui aurait caché sa grossesse. Voilà. Qu'est-ce que c'est généreux comme état d'esprit?
Et là, c'est d'une violence. Et je me rappelle. Et c'est horrible parce qu'on doit tous manger ensemble. Je me mets à pleurer. Alors que je pleurais pas du tout. Je me mets à pleurer devant tout le monde. Et mes larmes ne peuvent pas s'arrêter. Et elle continue à parler. Et je pleure. Et je me dis, mais ça se paiera un jour, mais ça, j'ai pas l'esprit de vengeance. J'étais vraiment dans, vas-y, oublie-les. C'est aussi pour ça que j'ai accepté d'être en arrêt maladie dès ce moment-là, parce que j'ai fait, pour entendre des saloperies comme ça, c'est pas possible. Et puis, le médecin m'a dit, revenez en pleine forme, soyez au mieux, etc. Donc, je me concentre juste sur le mandat, faire des belles choses, etc. On commence à me contacter, sur l'endométriose. Non, ce sera un peu plus tard. Comme on contacte pas tout de suite, donc arrive le mois de mai. Je pars aux Maldives. Pareil. Alors là, c'est l'horreur. Par contre, les Maldives, c'est très très beau, c'est sublime, mais j'ai plus le droit de manger de fibres. Donc pas le droit de manger un seul fruit. Enfin, pas le droit de manger un seul fruit, que manger du riz, des trucs comme ça. Et je suis comme ça, je fais, ah ouais, alors là, toutes les épreuves, et je suis devant l'océan, je fais, tu vois, les bons fruits, là, la mangue, là, tu peux pas la manger, et je suis, mais hyper concentrée, c'est-à-dire, pas de boisson gazeuse, pas de trucs, je fais tout très, très bien, tout, la bonne élève, tu vois, mais vraiment, je m'applique pour que tout soit impeccable, parce que je me dis, si j'ai une chance de pas être dans les 90%, bah, je la prends, en fait. Et puis, le professeur m'avait dit, déjà, vous fumez pas, vous buvez pas, c'est parfait pour les tissus, normalement, vous allez reprendre, normalement, tout devrait aller bien. Et puis, j'arrive à l'hôpital, donc, pour l'opération. Le professeur vient me voir la veille, on discute, il me dit, voilà, vous inquiétez pas, et surtout, moi, je m'occupe de votre maladie, donc c'est pas vous. Voilà, c'est moi, je m'occupe de votre maladie, vous en faites pas, tout va bien se passer, il y a tout le protocole, tout se passe, et le matin du 29 mai, très tôt, ils viennent me chercher, et puis dans la salle d'opération, parce que pour ce type d'opération, on est assise, on est mis d'une manière très bizarre, en fait, sur la table pour pouvoir être opéré comme ça, et il y a le professeur qui vient me voir avant l'anesthésiste pour me dire, écoutez, vraiment, vous détendez, vous pensez à des belles choses, vous pensez à l'Argentine, vous pensez à tout ce que vous voulez, mais on se revoit dans tant de temps, là, selon le nombre d'heures d'opération, on se revoit, et je serai là à votre réveil, et puis je vous expliquerai ce que je vous ai fait. Je dis OK. Et je me réveille. Je suis dans ma chambre. En fait, j'ai pas eu la phase où je suis en salle. Je me rappelle pas en fait de cette phase où on est en salle de réveil. Je suis dans ma chambre et je réalise que j'ai un tuyau dans le nez, que tout ça. Et puis, le suspense. Et puis je commence à vérifier et puis à soulever le drap pour dire. Et là, je commence à réaliser. Je fais mais attends, ok, il y a la poche pour la vessie, ça je la vois, mais il y a pas de poche pour les selles. Et là. Avec mon truc et tout ça, je fais, oh, il a réussi ça. Donc j'attends, il arrive, et il me dit, vous avez dû voir, vous avez pas de poche pour les selles. Et là, je fais, ouais. Et puis la vessie, on verra dans 3 jours si elle fonctionne correctement ou pas. Il me dit, par contre, j'ai été obligée de vous poser une sonde nasale en plus, qui n'était pas prévue, parce qu'en fait, en vous ouvrant, on a réalisé qu'il n'y avait pas qu'une atteinte sur la partie du rectum, mais il y avait une autre atteinte au niveau du tube digestif, donc il a dû faire une double résection, couper à plusieurs endroits, et donc vous avez ça pour qu'il y ait aucun fluide qui puisse passer, et que tout soit sec et que ce soit bien. Il fait, mais sinon, pour les selles, il n'y a plus de problème, pour ça, il n'y a plus de problème. On attend 3 jours, et puis voilà. Et puis à l'hôpital, ce qui est fou, c'est que j'ai une pêche comme j'ai jamais eu la pêche. C'est-à-dire, je suis vraiment, c'est un nouveau jour, je suis hyper contente, tout va bien. Pourtant, ma sonde nasale, c'est vraiment immonde. Mais t'es vivante. J'étais vivante, et puis je me lève très vite. Et il me voit avec mes pères, fait tout ça, marcher.
Et vous pouvez rester allongé. Je fais non. Tu vois, je me lève très vite et tout ça. J'ai une question. T'as quoi comme cicatrice? Alors, nombril, mais ils ont repris au même endroit où j'avais eu celle de l'appendicite. Ok. Juste en dessous, au plancher pelvien. Ouais. Sur le côté droit, l'endroit où il y a eu la sonde. Et une un peu plus bas, voilà, j'en ai 4. D'accord. Mais et celle du côté qui est beaucoup plus grande que... Parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est comme ça, mais au final, quand je me mets en maillot de bain, même en maillot de bain 2 pièces, on ne voit pas les cicatrices, donc on s'en fiche. Et puis, j'ai fait la guerre, quoi. J'ai fait quelque chose. Et puis c'est le corps. Il vit, il se passe des choses. Et donc, 3 jours après, c'est le test de la vessie. Elle me fait le premier, elle retire, elle vérifie. Là, elle me fait un sourire, elle me fait « Bon, ça fonctionne, je reviens dans 4 heures et on reteste si c'est bon. » Elle revient dans 4 heures après, elle revient, elle fait le test et ça fonctionne. Et là, les larmes coulent. Et je lui dis se dire « C'est bon ?» Elle me dit « Oui, c'est bon, votre vessie fonctionne parfaitement, vous n'aurez pas de problème. » Et là, je suis tellement heureuse parce que le seul truc dans ma tête, c'est je vais pouvoir voyager tranquillement sans avoir tout ce truc-là à faire. J'ai pas ça à prendre et puis je suis pas mutilée, je reste entière. Donc grand soulagement, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse parce que je dis j'ai réussi. J'ai réussi. Quelles sont les nouvelles étapes et je suis tellement en forme que au final je sors peut-être 10 jours après. 10 jours, ouais, j'ai peut-être eu 9 à 10 jours à l'hôpital, je sors, et 15 jours après, je revois le professeur, et je lui dis, voilà, donc on fait quoi maintenant? Avant de le revoir, il y a quand même quelque chose que je dois dire, la salle d'attente. La salle d'attente de professeurs comme ça, c'est beaucoup de larmes, c'est-à-dire celles qui entrent, celles qui sortent, les filles pleurent. Parce que on annonce des choses qui sont très dures et puis là, c'est des suites d'opérations, etc. Donc ça peut être compliqué. Et là, il y a toujours de l'attente parce qu'il y a toujours du retard. Voilà, on attend. Et là, il y a 2 jeunes femmes à côté de moi et on revient toutes d'opération. Et là, une jeune fille qui devait avoir, à ce moment-là, elle devait avoir 23 ans, donc super jeune, qui a la poche et tout ça et qui commence à dire mais vraiment qui viennent parce que sinon il faut que je sois dans un milieu stérile pour faire ma poche, etc. et tout ça. L'autre qui dit oui, moi aussi. Et je réalise que je suis la seule à pas avoir de poche. Et elles me disent et vous, c'est pourquoi? C'est juste pour la visite avant l'opération? Je fais non, j'ai été opérée. Je fais mais vous avez pas de poche? Je fais non. Et les 2 en avaient et je fais et en fait c'est là la prise de conscience. Je fais mais j'ai vraiment eu de la chance, en fait. Dans mon malheur, j'ai encore une fois eu beaucoup de chance. Et donc, je le vois, il me dit vous êtes en pleine forme, vous pouvez reprendre le travail. Je suis pas arrêtée et tout ça. Il fait non, reprenez le travail, il y a pas de souci, franchement, vous êtes en pleine forme et tout. Et puis, quand on revient comme ça, on est vraiment très en forme parce que c'est une nouvelle vie, on réalise que waouh, c'est trop beau. Et je reprends le travail. Et là, j'ai plus de bureau. Je vais à mon bureau. Et bizarrement, je dis, mais c'est bizarre, j'essaie de taper mon code. Il n'y a que des images, je tape mon code, ça marche pas, c'est chelou. Je vois, j'avais mis des photos et tout ça derrière, dans mon bureau. Je m'étais fait un cadre apaisant en attendant l'opération. Et puis, je vois qu'il n'y a plus ça. Je fais, c'est quoi cette histoire? Et je vais demander à une secrétaire et là, elle me dit ah oui, ils t'ont mis là avec les secrétaires. Je fais comment ça, ils m'ont mis là? Moi, j'ai pas de truc hiérarchique, tout ça, j'ai aucun souci là-dessus, mais je fais c'est quoi? Ils font non, mais parce qu'ils pensaient que t'allais pas revenir. Je fais comment ça? Et la réaction que je fais pas normalement, j'ai écrit un tweet. Et je dis revenir de maladie et ne plus avoir de bureau. Ouais. Puis entendu, il y a le DG qui convoque, je monte, il me fait mais c'est inadmissible. Je fais non, mais sur mon compte Twitter, il n'y a pas marqué où je travaille.
Donc on ne peut pas savoir qui sont les ordures qui se comportent comme ça. Et il me regarde, il fait « Est-ce que ça va ?» Je fais « Ah oui, ça va, mais revenir d'opération, de revenir de 4 mois et disparaître, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Donc là, ça va pas du tout. » Donc je vois mon médecin traitant, je vois mon médecin traitant, il fait « Mais il est hors de question que vous repreniez le travail comme ça. Vous venez de traverser quelque chose de très dur. Donc déjà, on va vous faire reprendre en mi-temps thérapeutique, mais il est hors de question que vous travaillez comme ça. » Et là, donc je suis arrêtée, je suis sonnée, et je me dis, mais je vais pas pouvoir rester travailler avec des gens comme ça. Entre eux, la réputation elle fait que de prendre des arrêts maladie, elle est jamais là. Elle est pas vraiment malade parce qu'il y a eu ça aussi. Ça fait monter beaucoup de colère. Mais moi, quand je suis très en colère, je cherche des solutions. J'avais vu que des filles cherchaient des personnes pour témoigner sur la maladie. Je me suis dit, vu toutes les personnes que je connais, je pense que je peux donner un coup de main. Et donc, j'ai accepté de commencer à témoigner sur la maladie. Et j'ai rencontré très vite la chirurgienne Chrysoula Zakharopoulou. On discute ensemble et je lui dis, bah écoute, elle avait le projet d'une association avec Julie Gaillet. Et donc, en discutant, je lui dis, mais moi, je peux vous aider sur tout ce qui est politique, c'est-à-dire les rendez-vous, les conventions, donc des relations publiques en gros, les conventions, etc. Sur ça, je peux vous aider. J'ai le carnet d'adresses, que ce soit à droite ou à gauche. Et le savoir-faire, donc je vais vous aider là-dessus. Donc, grand soulagement. Et donc, on crée Info Endométriose, qui est une association d'information, pas de patientes, parce que moi, je leur ai dit tout de suite, il y a déjà les associations de patientes. Par contre, donner la bonne information sur la maladie, travailler sur une campagne d'information, etc., ça oui, parce qu'il manque. Et puis, tout le volet politique pour que les choses avancent sur la maladie. Et c'est comme ça que j'ai réussi à ce qu'il y ait des conventions de signer avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère des Droits des femmes. Et puis, il y a eu des avancées avec le ministère des Sports aussi. Voilà, j'ai pu faire tout ça. Et en fait, j'ai fait tout ça parce que on m'a tellement énervée sur ma maladie, sur le fait que j'étais pas vraiment malade, que c'était pas du réel, etc., que j'ai dit, ok, je suis pas malade. Cette maladie crée des warriors. Et ça m'a vraiment créé un truc de warrior. Voilà comment on se retrouve à créer des warriors qui vont déplacer des montagnes. Et surtout, moi, le but, c'était... Parce que quand j'ai été opérée, j'allais avoir 33 ans. Je me disais, mais je n'ai jamais entendu parler de la maladie. Je ne peux pas laisser... J'ai vraiment eu un truc de... Peut-être parce que je faisais de la politique, peut-être parce que ma délégation, c'était petite enfance, famille, protection de l'enfance, donc quelque chose qui touche vraiment le féminin, et puis surtout l'égalité femmes-hommes, etc. Je me suis dit, mais il ne faut plus qu'aucune jeune fille ne sache pas le nom de la maladie, qu'elle n'aille pas voir un médecin, qu'il y ait cette moyenne de 7 ans, ce qui veut dire que certaines, c'est 14 ans, d'autres, c'est très rapide, pour juste avoir un diagnostic sur une maladie qui ne se soigne pas, qui ne se soigne toujours pas. Donc, le but, c'était vraiment que ça inonde partout. Et c'est ce qu'on a fait il y a quasiment 10 ans. Donc la campagne Les règles, c'est naturel, pas la douleur, c'est avec toute l'équipe. On a monté ça. On s'est débrouillé pour avoir que des fonds privés parce que on voulait pas être taxé parce que moi j'étais politique ou que Julie Gaillet était compagne et maintenant femme d'un président. Et puis avoir des fonds publics pour faire ça. Donc, on a frappé aux portes. On a frappé à la porte de Pinault, qui a dit tout de suite oui. Quand on lui a expliqué que ça touchait une femme sur 10, voire 2 femmes sur 10, on lui a dit, vous avez combien de salariés femmes? Il a dit, 70%. Bah voilà, sur les 70%, ça veut dire que tant de femmes sont touchées. Donc, il a tout de suite dit oui, je vous finance. L'Oréal a financé. Deco, eux, ils nous ont dit, dès qu'on a des panneaux publicitaires qui sont libres, on met vos affiches. Voilà. Et puis, une imprimerie a accepté de donner le papier gratuitement pour la cause. Et c'est comme ça qu'il y a eu la campagne dans toute la France. Si tu pouvais te dire un truc à l'oreille
En sortant du rendez-vous avec le grand professeur, avec le recul, tu te dirais quoi? Prends soin de toi. Je dirais, surtout à la petite Lunise, je dirais, mais ne t'oublie surtout pas. Prends soin de toi, prends soin de ta santé, écoute ton corps. C'est-à-dire, dès que tu as des douleurs, maintenant, tu vérifies, tu perds pas du temps comme ça. Vraiment, tu perds pas du temps comme ça. Et puis, bien entendu, j'y ai repensé 100 fois à la pauvre interne à qui j'avais dit ça. Je suis désolée. Vous aviez raison. Vous aviez raison et j'ai appris avec le temps. Ça a pris beaucoup de temps avant que j'accepte que j'avais vraiment été malade. Parce que même, que ce soit 2012, même 2015, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que maintenant t'es patiente? Oui. Merci Lénis.